avant d'inviter Dr Pape Madické Diop à prendre la parole, je veux rappeler quelque chose que le DG Amadou Diakhaté a dit dans une interview que je lui ai accordée et que j'ai gardé dans la bande-annonce, parce que généralement nous avons un spot bande-annonce qui présente l'émission tout le temps. Il a dit: chez BAM, nous croyons que tout le monde est intelligent et que le rôle de l'enseignant, c'est d'emmener celui qui paraît être le moins intelligent à devenir excellent. Tout de suite, j'ai pensé à cette vision et je me demande qu'est-ce qui a poussé le docteur Pape à réfléchir en ce sens-là. Parce que généralement, quand vous parlez avec les enseignants, si un enfant n'est pas intelligent, il est idiot, tout de suite. Mais vous vous dites, il n'est pas idiot, il est intelligent, mais il faut trouver comment exploiter son intelligence. Je parle de cet aspect parce que nous allons écouter Dr Pape. Il va nous parler de façon globale de la vision qui est derrière BEM, BEM Africa et aujourd'hui BEM Brazzaville. Dr Pape, s'il vous plaît. Merci infiniment à vous tous pour ce que vous avez fait et ce que vous continuez de faire. BEM est né il y a quelques années, l'idée de BEM. Moi, je suis parti en France dans l'ancien monde en 1983. Ça fait loin, hein? Je venais d'avoir le bac. Donc j'étais assis comme vous il y a 41 ans dans les amphithéâtres, l'amphithéâtre d'une université, d'une école. Je suis parti donc en France en 1983 et je suis revenu en Afrique, au Sénégal, en 1993. Donc j'ai fait 10 ans dans ce pays. 10 années à la fois d'études où j'ai eu la chance d'avoir été à la fois dans une grande école, à l'ESSEC, à Paris, mais également à l'université, notamment pour faire un doctorat. 10 années de construction de mes convictions d'adulte. Parce que ces années-là sont des années de construction des convictions d'adulte. Et de construction même d'une partie de la personnalité de l'individu. C'est les belles années de la vie. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ce sont des années de construction aussi des amitiés pour la vie. Ce sont de belles années. Des années à la fois d'insouciance, mais également d'acquisition de connaissances. Des années qui vous installent dans une trajectoire d'excellence, mais aussi de responsabilité. Je suis donc parti dans ce pays où j'ai fait 10 ans et je suis rentré en 1993. Ça coïncide avec le moment où l'État du Sénégal a décidé de faire appel à quelques entrepreneurs académiques pour construire un segment, un sous-secteur de l'enseignement supérieur privé afin d'aider l'État devant l'afflux massif de bacheliers dans l'enseignement supérieur. Et donc, je décide de m'engager contre toute attente dans un projet éducatif. Parce que de retour en Afrique, j'avais naturellement d'autres propositions que celle d'intégrer un établissement d'enseignement supérieur. J'avais notamment une proposition au sein de la Banque centrale, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et une proposition à Total. Et je ne suis allé rejoindre ni Total ni la BCEAO. J'ai rejoint à l'époque ce qui n'était qu'un projet, le projet de création de Subdeco Dakar, l'école supérieure de commerce de Dakar. Donc à partir de la rentrée de septembre 1993, j'étais directeur des programmes et du développement de Subdeco Dakar. Ma responsabilité donc, c'était de construire les programmes de l'école à l'image de ce que j'ai construit, ce que j'ai connu à l'ESSEC. La France, vous le savez, c'est un pays, en tout cas particulier du point de vue, à bien des aspects, mais particulier du point de vue de l'éducation, puisque c'est le seul pays au monde, et nous avons, nous, francophones, adopté un peu le même système, c'est le seul pays au monde à connaître une dualité dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les grandes écoles d'un côté et les universités de l'autre.
les grandes écoles d'ingénieurs, ça c'est Napoléon qui l'a voulu. Ensuite, les grandes écoles de commerce, de management, qui ont été construites. La première, l'École supérieure de commerce de Paris, 1871, par la Chambre de commerce de Paris, et ensuite les autres qui ont suivi, Marseille, Bordeaux, etc. HEC et l'ESSEC venant bien plus tard. Donc, seul pays au monde à avoir cette dualité dans l'enseignement supérieur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été à la fois à l'université, mais également en école de management. Et donc, ma responsabilité en 1993 a été de construire, d'accompagner en tout cas la construction d'un établissement d'enseignement supérieur privé, dans un contexte où tout le monde ne savait pas ce qu'était une grande école de management, et de faire en sorte que notre école corresponde aux standards internationaux les plus élevés. Et donc j'ai fait ce travail-là pendant une dizaine d'années, 10 ans précisément, 93-2003, un cycle de 10 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer par hasard Alain Juppé. Alain Juppé était à l'époque Premier ministre de la France et maire de Bordeaux. Je dis bien par hasard, et je m'arrête sur ce hasard-là, pour dire aux jeunes générations que la vie, elle est faite de rencontres et qu'il ne faut jamais avoir le regret d'une rencontre. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, j'aime bien le hall des hôtels finalement, puisque c'est dans le Pullman de Dakar que j'ai rencontré Alain Juppé, et c'est dans le hall du Sofitel d'Abidjan que j'ai rencontré Nicolas Sarkozy. Par hasard. Je n'y étais pas préparé. Alain Juppé, je le vois alors que j'étais en train de présenter le MBA de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM, que j'avais fait délocaliser à Dakar en 1997. Dans la salle, il y avait un certain nombre de participants, dont notre jeune président retraité, le président Macky Sall, qui était à l'époque jeune ingénieur au pétrole du Sénégal, Petrosen. Et à la fin de la présentation, donc, j'avais offert un cocktail aux participants. Et non loin de nous, j'ai vu un groupe de personnes avec Alain Juppé au milieu. J'ai demandé au protocole d'État de me présenter à Alain Juppé. Je connaissais bien le responsable du protocole d'État. Il l'a fait et j'ai expliqué en quelques minutes à Alain Juppé qui j'étais. Naturellement, ce moment a été immortalisé. J'ai une photo où j'étais plus jeune, lui aussi plus jeune. Je suis très sensible à ce que Stéphie a dit en disant que le temps n'a pas d'effet sur moi, mais je sais que le temps a de l'effet sur moi. Elle a été gentille. Et donc, j'ai dit à Alain Juppé ce que je viens de vous raconter, que je suis un Africain, Sénégalais, je suis parti en France en 1983, que je dois naturellement beaucoup à mes maîtres de l'université française. Amadou parlait de la relation avec les maîtres. Que j'étais conscient de ce qu'ils m'ont apporté et de ce que je suis aujourd'hui. Je lui dis que c'est un pays également où j'ai construit des amitiés pour la vie. Un pays que j'ai sillonné, que je connais. Je l'ai parcouru. J'ai rencontré une France généreuse, spontanée, fraternelle, amicale. Mais je lui dis aussi que cette France-là était différente de la France officielle qu'il représentait, lui. C'était un peu prémonitoire. Hein? On est en 97. Il me dit oui, il est d'accord avec une partie de l'analyse. Et il a appelé une personne qui était à ses côtés et il lui a dit invite-le à Bordeaux. Cette personne, c'était le président de la Chambre de commerce de Bordeaux. Comme vous le savez certainement, je l'ai dit d'ailleurs au début de mon propos, les grandes écoles de management en France, jusqu'à une époque récente, étaient toutes des établissements consulaires, donc qui appartenaient ou qui appartiennent encore aux chambres de commerce. L'École supérieure de commerce de Paris, HEC Paris, l'ESSEC de Paris, toutes
appartiennent encore aux chambres de commerce. Donc à l'époque, Bordeaux École de Management, l'École supérieure de commerce de Bordeaux, qui avait été créée en 1874, était aussi un établissement consulaire. D'où l'invitation d'Alain Juppé au président de la Chambre de me recevoir à Bordeaux. Ce que le président a fait, puisque 2 mois plus tard, je suis invité à Bordeaux, à la Chambre de commerce de Bordeaux, que Dr Marie-Laure connaît certainement très bien. Je m'y rends, et dans le bureau du président, je trouve 3 personnes. Une personne qui m'est présentée comme étant Georges Viala, directeur général de Bordeaux École de Management, Francis Davra, le directeur des programmes, et Sophie Senghor. Senghor, c'est un nom qui nous est familier. Une dame qui me dit, oui, effectivement, je suis d'origine sénégalaise et je suis l'attaché culturel et éducation d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Et donc le président explique dans quel contexte, dans quelles circonstances il m'a connu. Et la recommandation d'Alain Juppé. Voilà comment j'ai connu BEM Bordeaux. Et notre relation, notre échange s'est poursuivi à l'école quelques heures plus tard. Et depuis lors, nous ne nous sommes pas quittés. 97 à maintenant. En 98, je signe avec eux une double convention. La première qui permettait à mes étudiants, qui étaient en fin de 3e année, de partir à Bordeaux dans le programme Grande École de Bordeaux École de Management. Pour faire vous savez comment sont structurées les grandes écoles. Il y a les 2 années de prépa, les 3 ans dans l'école. Les étudiants qui faisaient 3 ans entraient directement en 2e année de programme Grande École. 2e et 3e année, et donc ils étaient diplômés. J'ai pu amener ainsi cinquantaine, voire un peu plus, d'étudiants en fin de 3e année pour entrer dans le programme Grande École à Bordeaux. Et parallèlement, nous avons aussi développé une formation exécutive à destination des managers et des organisations. Pas seulement au Sénégal, mais dans les autres pays également d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, etc. Et ça, nous l'avons fait de 1998 à 2007. Et en 2007, nous prenons la décision de créer l'école à Dakar. L'école a ouvert ses portes en septembre 2008 à Dakar. Et depuis lors, nos engagements qui ont été rappelés ici, excellence, innovation, exemplarité, nous avons essayé de les tenir. Ce sont des promesses que nous avons faites à la communauté. Et une promesse, il faut la tenir. Et nous avons essayé, sur la base de ces engagements-là, de construire une école, j'explique souvent une école sui generis. J'emprunte ça à la terminologie latine, une école de son propre genre, une école différente, une école qui a bien sûr le sens de ses engagements, mais une école qui est consciente également de son rôle et de sa responsabilité de se renouveler et de se réinventer sans cesse. Bien sûr, une école qui garantit à ses étudiants de les mettre en face des meilleurs enseignants. Et nous avons essayé depuis de tenir ces engagements-là. Dans notre relation avec BEM Bordeaux, qui, vous le savez, en France, n'est plus BEM, mais plutôt Kedge Business School, puisqu'en 2016, en 2013 plutôt, juin 2013, Bordeaux École de Management, je vous l'ai dit, école créée en 1874, a fusionné avec Euromed Marseille, donc l'ex-École supérieure de commerce de Marseille, qui avait été créée une année avant Bordeaux, donc 1873. Ces 2 écoles ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle marque qui est Kedge Business School. Donc Kedge, Bordeaux-Marseille. Et depuis lors, pas seulement Bordeaux-Marseille, mais aussi Avignon, Toulon, Paris, Souzou, et bien sûr, les constructions en Afrique. Donc, c'est cette école, Kedge,
qui est le partenaire stratégique de BEM. Mais pas exclusif, parce que nous avons aussi souhaité garder cette identité qui est la nôtre, et donc une autonomie dans notre gouvernance et dans notre façon de nous déployer et dans nos engagements. C'est pour cela, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ESSEC. On a signé une convention avec l'ESSEC. Et l'année prochaine, nous allons déployer à Dakar, à Abidjan, à Douala, mais également ici à Brazzaville. En tout cas, nous allons permettre à nos étudiants qui le souhaitent de faire le bachelor de l'ESSEC, c'est-à-dire de faire les 2 premières années dans ces capitales que j'ai citées et de continuer en 3e année à l'ESSEC. Et c'est dans cette même perspective que nous avons également signé les conventions, que nous avons un partenariat fort avec l'École de management de Normandie, avec Rennes School of Business et avec HEC Liège. Toujours dans cette même dynamique, nous avons construit des partenariats forts avec HEC Montréal, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons déployé à Dakar et à Abidjan ce qu'ils appellent les Canadiens, les Québécois, le BAA, donc le baccalauréat en administration des affaires, qui en réalité est un BBA sur 4 ans. Les 2 premières années, nous les avons déployés à Dakar et à Abidjan pour permettre aux étudiants africains de commencer les 2 premières années en terre africaine et de partir automatiquement en 3e année à Montréal. Voilà la construction que nous avons continuée avec cette école-là, mais aussi avec les autres, les universités américaines. Je pense qu'Ahmadou est en capacité d'expliquer tout ce que nous avons fait et tout ce que nous continuons de faire avec ces grandes universités. Hier, avant de prendre l'avion, je disais à Farah Sako, qui est un peu le responsable des partenariats internationaux, de préparer la communication au nom de BEM Africa sur les partenariats récents que nous avons signés avec l'ESSEC d'un côté et avec l'université de Harvard. Quand même, Harvard, c'est la première université au monde. Signer avec une telle université et permettre demain à nos étudiants de pouvoir aller dans cette université est tout à fait exceptionnel. Donc je lui ai demandé de préparer cette communication qui portera l'empreinte de BEM Africa, puisque les bénéfices seront pour toutes les écoles que nous avons créées à Dakar, à Abidjan, à Brazzaville et à Douala. Voilà pour ce qui est de BEM. Tout cela a été possible parce qu'il y a une communauté éducative exceptionnelle. La communauté éducative, c'est bien sûr les parents de nos étudiants. C'est les étudiants eux-mêmes. C'est un corps professoral. Et c'est aussi le personnel administratif et technique. Et bien sûr, ce sont les organisations et les entreprises qui nous accompagnent, sans lesquelles rien de tout cela n'aurait été possible. Donc, je rends hommage à toute cette communauté pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Je voudrais bien sûr remercier tous nos étudiants, tous nos alumni qui ont pris la parole ici pour décrire à la fois ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont aujourd'hui. Et leur dire notre fierté de les voir si accomplis et si apaisés. Et de les voir avancer dans les trajectoires personnelles et professionnelles qu'ils ont choisies. Bien entendu, grâce à Emmanuel, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Dakar il y a quelques jours, parce qu'il est à côté de Ahmadou, mais il est de passage à Dakar. Il était de passage à Dakar. Darcy, Stéphie, que j'ai remercié tout à l'heure pour sa bienveillance à mon égard, même si moi je mesure le temps qui passe. Marc-Henri, je suis impressionné par vos parcours et par ce que vous êtes. Nous en sommes honorés. C'est toujours un immense plaisir pour des personnes comme nous installées dans l'éducation de voir des alumni avancer dans la vie avec éthique et responsabilité. C'est ça qui grandit nos institutions. Donc nous sommes honorés encore une fois de vous voir également installés au cœur de cette communauté de BEM Brazzaville et donc dans l'accompagnement de
des jeunes générations. Remercier bien sûr les professeurs réunis ici. Docteur Marie-Laure Poiti a pris la parole en leur nom. Les enseignants, c'est un... Je dis souvent, il y a les maîtres, parce que ce sont des maîtres. Il fut un temps où l'enseignant était partout estimé et respecté. C'était un notable dans la cité. Parce qu'on avait tous conscience de ce qu'il représentait dans la construction de nos concitoyens. L'école a toujours porté la marque de nos maîtres, de ceux qui nous ont façonnés, ceux qui nous ont accompagnés. Donc je leur rends hommage eux aussi pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font à vos côtés. Ahmadou, c'est le Diakhaté et le directeur général de BEM Brazzaville. Je l'ai dit tout à l'heure, tout l'accompagnement de la fondation, de Binta et de Elifal, et de Abdou, je ne le vois pas, mais je pense qu'il doit être quelque part, tous ceux qui ont travaillé avec lui pour faire de cette école ce qu'elle est. J'ai dit récemment à Dr Malik Faye, qui est de BEM Douala, je lui ai dit, Malik, il faut que tu prennes garde, parce que BEM Brazzaville vient de naître et j'ai l'impression qu'ils t'ont dépassé. En tout. Et je le vois, Malik, aujourd'hui très impliqué. Je le vois veillant jour et nuit pour que cela ne se passe pas. Donc, un coup de pression pour le stresser davantage. Donc, merci Ahmadou pour ce que tu as fait de cette école, déjà. Une belle école. Une école rayonnante. Je vois les visages de nos enfants. Puisque moi, mes enfants sont plus âgés que... de nos enfants, je les vois rayonnants et je les vois installés dans cette école-là et dans ce qu'ils seront demain avec toute la responsabilité requise. Les mots du président du BDE, Mabiala, sont extrêmement forts. Et ces mots-là, je pense, sont portés par tous ceux qui sont à ses côtés et qui sont ses camarades. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Fatima. Moi, je suis honoré de notre compagnonnage. Je sais ce que tu as fait, ce que tu es, ce que tu représentes. Et je te remercie infiniment pour l'engagement dans cette œuvre commune. Nous ferons de BEM Brazzaville une école inédite, une école unique en Afrique centrale. Et c'est ensemble que nous construisons cela. Je voudrais quand même dire quelques mots sur l'excellence, puisque c'est le thème de la journée. Vous l'avez défini, vous l'avez mise en perspective. Je vais apporter quelques, pas des précisions, mais en tout cas apporter ma compréhension du sujet. Mais je suis certain que c'est à peu près ce que vous avez dit. Mais de quoi l'excellence n'est pas le nom? On a dit l'excellence c'est ça. Mais de quoi n'est-il pas le nom? C'est sûr que l'excellence, ce n'est pas la médiocrité. Ce n'est pas la médiocratie. Ce n'est pas l'incompétence, ni l'usurpation. Ce n'est pas l'incivilité. Et ce n'est pas l'imposture. Vous voyez bien que dans cette définition a contrario de l'excellence, on retrouve toutes choses pour lesquelles, en tout cas sur lesquelles nous ne voulons pas être. L'imposture, à la fois des choses qui sont liées à la personne elle-même, mais des choses également qui sont liées à ses compétences intrinsèques, compétences techniques, mais aussi compétences sociales. L'incivilité, l'imposture, ce sont des compétences sociales, ou en tout cas des antivaleurs sociales. Alors que la compétence, le savoir-faire, est une compétence technique. Être un bon étudiant, c'est une chance. C'est une chance encore en 2024
de faire partie des Africains ayant accédé à la dignité de l'instruction supérieure. Parce que partout dans nos pays, nous sommes très en deçà de la norme UNESCO qui veut que 2% de la population active soit installée dans l'enseignement supérieur. Je ne connais pas je n'ai pas la statistique pour le Congo, mais pour le Sénégal, nous sommes à 0,8. 0,8, ça veut dire que nous sommes très loin de la norme UNESCO. Donc nous n'avons pas assez d'étudiants, contrairement à ce qui est dit, ce qui est soutenu. Le continent africain doit avoir beaucoup plus d'étudiants. On doit amener davantage de personnes sur le chemin de l'instruction et les garder sur ce chemin de l'instruction. Être un étudiant est donc une chance. Parce que c'est une chance, ça vous donne un statut dans la cité. Et donc ça vous donne une responsabilité que l'on doit assumer. La responsabilité de faire partie de l'élite. Parce que lorsqu'on fait partie de l'élite, on doit assumer cette responsabilité-là. Vous devez donc l'assumer, bien sûr, avec humilité, avec discernement. Parce que ceux qui savent sont aussi ceux qui sont humbles. Ceux qui savent sont aussi ceux qui font preuve de discernement. Vous l'avez rappelé, les corollaires de l'excellence, c'est bien sûr, je l'ai dit, la culture du travail, le culte de l'effort, la répétition des efforts. On peut avoir un énorme potentiel et demain être dans un chemin qui n'est pas celui de l'excellence. On peut avoir un formidable potentiel et ne pas accéder à la réussite intellectuelle et sociale. Donc le potentiel ne suffit pas. Il faut du travail et beaucoup de travail, de la responsabilité, du sacrifice, des privations, mais il faut aussi beaucoup de courage pour assumer ce statut. L'école, alors l'excellence bien sûr on retrouve ce concept dans tous les segments de la vie et de la société. L'excellence sportive, l'excellence artistique. Pour nous, pour ce qui nous concerne, en tout cas nous allons limiter notre propos à l'excellence académique. L'excellence que procure l'école, l'école avec un grand E. L'école, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu d'accession à la dignité intellectuelle et à la dignité sociale. L'école, c'est la marque que nos maîtres laissent sur nous. Nos maîtres, les enseignants. L'école, c'est donc un lieu où les maîtres, pour ce qu'ils transmettent, pour leur capacité à éveiller chez l'étudiant, chez l'élève, le potentiel qu'il n'imaginait même pas en lui. Et à faire en sorte que tous ceux qui sont dans l'école, que personne ne soit laissé au bord de la route, que tout le monde soit dans cette trajectoire d'excellence. Cette école-là, elle a façonné la trajectoire de nombre de nos concitoyens. Elle a même changé la vie de nombre de nos concitoyens. Pour le Sénégal que je connais bien, je le répète, le président Macky Sall, tout comme le président Faye qui vient d'être... lorsque je vois leur parcours et ce qu'ils ont été, des origines à aujourd'hui, c'est grâce à l'école qu'ils ont pu accéder à cette dignité, à cette grande dignité. Sans l'école, certainement, ils n'auraient jamais été à ces niveaux de responsabilité-là. L'école, c'est un lieu qui permet à tous d'être à armes égales dans la réussite intellectuelle et sociale. L'école doit permettre à tous, en tout cas doit permettre de garantir
à l'individu que sa réussite sociale et intellectuelle n'est pas arrimée à l'élévation du statut de ses parents ou à l'indigence de ses parents. En tout cas, l'école de la République. Cette école, elle doit permettre à chacun de progresser et d'être ce qu'il est, ce qu'il veut être. C'est une école qui promeut, bien sûr, l'égalité des chances, l'égalité dans la distinction sociale. Cette école, elle doit rester l'espace de tous les possibles, l'espace de la conquête des responsabilités, l'espace des ascensions fulgurantes, parce elle permet à tous de monter dans ce qu'on appelle l'ascenseur social. C'est cette école-là qui a permis, je donne souvent cette anecdote, c'est cette école qui a permis à Albert Camus d'être prix Nobel de la paix, prix Nobel de littérature, excusez-moi, en 1957. Lorsque Camus recevait son prix Nobel de littérature, il a eu ces mots à l'attention de l'auditoire. Il a dit, je le cite, après ma mère, parce que vous le savez tous, la mère de Camus était pauvre, indigente, elle était sourde, elle était muette. Et Camus était orphelin de père. Et il a dit, après ma mère, je voudrais m'adresser à M. Germain, mon instituteur. Sans lui, sans son exemple, sans son accompagnement, rien de tout cela ne me serait arrivé. Donc il a rendu hommage à ce maître qu'il a accompagné et qui a fait de lui ce qu'il est devenu. L'école, c'est donc l'espace de la confiance restaurée. C'est l'espace des maîtres réhabilités, réarmés. Et c'est ce que sont vos enseignants. Je ne vais pas être long sur l'école, parce que j'avais préparé un certain nombre de choses sur l'école, mais je pense que tout cela vous a été exposé par ceux qui m'ont précédé ici. Je veux simplement vous dire ce que l'école nous a procuré, nous, et ce que l'école doit vous donner. Je veux vous dire, n'écoutez pas ceux qui disent depuis quelques années, ici en terre africaine, que l'école est un chemin long et difficile. Dans nos pays, depuis quelques années, j'entends dire, théoriser l'idée selon laquelle le temps des efforts est terminé et que l'école, c'est un processus qui est long, qui est difficile. On a théorisé d'autres formes, d'autres modes de représentation de la réussite. La réussite rapide, la réussite fulgurante. Et on montre des exemples en disant, mais voyez celui-là, il n'a pas été à l'école. Et pourtant, il compte dans la cité. En tout cas, il compte plus que quelqu'un qui a été à l'école, qui lui, généralement, peut même être au chômage. Et donc, on met en contrepoids cela, ces réussites-là, pour inciter davantage de jeunes à choisir d'autres voies. Eh bien, je vous dis, ne les écoutez pas. L'école garantira à tous ceux qui souhaitent être dans une trajectoire d'excellence, à la fois une dignité sociale, mais également une dignité intellectuelle et une capacité à être soi-même, à assumer sa condition humaine. Parce que c'est d'abord ça le rôle de l'école. Permettre à chacun d'assumer sa condition humaine. On a théorisé, je vous l'ai dit, d'autres modes de représentation de la réussite. Et dans ces modes de représentation de la réussite, bien sûr, les premiers à être désarmés, ce sont les enseignants. Il a fait un bac plus 8, mais sa condition sociale est précaire. À côté de lui, il y a quelqu'un qui n'a pas fait tout ça.
mais qui lui est dans une condition plus favorable. Mais ne vous y trompez pas. À la fin de l'histoire, ceux qui auront été à l'école, ceux qui auront été dans une trajectoire d'excellence, prendront l'avantage sur les autres. Parce que l'école permet à l'individu d'avoir cette capacité de discernement, de jugement. Même dans nos religions, en tout cas les religions révélées, Dieu s'adresse à ceux qui savent. Seulement à ceux qui savent, seulement à ceux qui sont capables de discernement. Mais les autres, je ne dis pas qu'ils ne s'adressent pas à eux, mais ils s'adressent en priorité à ceux qui savent. Donc être de ceux qui savent, ça vous élève à cette dignité-là. Soyez donc fiers de ce que vous êtes et de ce que vous incarnez. Soyez fiers de votre statut, défendez-le. Soyez fiers de faire partie de l'élite africaine d'aujourd'hui et de demain. Une élite responsable, une élite décomplexée, une élite installée dans le temps du monde, une élite africaine qui sera demain en face d'autres constructions australiennes, chinoises, américaines, européennes, donc une élite qui sera digne de son statut et qui sera totalement décomplexée. Il faut donc défendre ce statut et non pas le discréditer, non pas l'abîmer. Mais l'excellence, au-delà des phénomènes et des processus d'acquisition de savoir, d'accumulation, parce qu'on est dans des espaces de production de savoir, dans des espaces de transmission. Au-delà de cela, et vous l'avez dit, chacun d'entre vous, l'école, c'est aussi un espace de transmission des civilités, des urbanités, de la bienveillance. Un espace de transmission d'une certaine idée de la responsabilité, du courage et de la persévérance. L'école, c'est aussi un espace de transmission de ce que doit être l'individu. Vous avez parlé d'attitude. Je dis souvent à Dakar, je l'ai dit lors de l'amphi de rentrée il y a quelques années, l'excellence, c'est d'abord le respect que l'on doit à sa propre personne. Le respect que l'on doit à sa personne. Donc c'est une attitude, c'est une conviction, c'est la marque de l'individu. Le respect de son temps, savoir utiliser son temps, afin que son temps soit un temps utile. Le temps est précieux. Lorsqu'on est en construction, et même au-delà, il faut savoir utiliser ce temps-là. Le respect que l'on doit à sa personne, c'est cela. C'est de savoir respecter son temps, mais c'est d'abord de se respecter soi-même, dans son port, dans son attitude et dans sa relation à autrui. Donc, se respecter soi-même. Ensuite, l'excellence, c'est également une responsabilité. Pas la responsabilité au sens où les juristes l'entendent, au sens... mais ce qui est constant, c'est que le lien entre responsabilité et excellence, c'est un lien qui nous interpelle. Parce que les deux reposent sur la question de ce que les juristes appellent l'autonomie de la volonté, mais aussi de la sanction. Jean-Paul Sartre disait, on est responsable, il disait plutôt, dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Bien sûr, en disant cela, Sartre théorisait cette idée dans un contexte de liberté et dans un contexte d'accomplissement. Mais à première lecture, être responsable de ce que l'on est, alors même qu'on n'a pas, ce n'est pas ce que l'on a souhaité. On est responsable de ce que l'on est alors qu'on ne l'a pas souhaité.
Mais si on veut être ce que l'on est, et j'emprunte ça à un autre auteur français, René Char, qui disait qu'il n'y a que deux choses avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. On peut rêver d'être un éminent chercheur à Columbia. On peut rêver d'être prix Nobel d'économie. On peut rêver d'être président de la République du Congo. Mais pour y arriver, il y a des choses à accomplir. Rêver une chose, c'est une ambition, ça peut être une espérance, mais après, il faut accomplir cette espérance-là. Et ça, c'est la responsabilité de la personne. Donc, vous voyez, ce que René Char dit rejoint totalement ce que Sartre définit en disant que dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Donc, il y a derrière tout ça cette idée de responsabilité qui incombe à chacun d'entre vous et qui fera de chacun d'entre vous quelqu'un de respecté dans la cité et quelqu'un qui va compter dans la société. Je dis souvent également que dans nos pays et dans nos cultures, lorsque il y a deux privilèges qui fondent un peu nos sociétés et nos traditions, c'est le privilège d'aînesse et le privilège de masculinité. On est aîné et on est homme. Et ça donne un double privilège. Et ça permet de hiérarchiser la société. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, et encore plus demain, vous pouvez être homme et être l'aîné. Si ce que vous apportez à la famille ou à la cité est moins important ou est insignifiant, la cadette, donc femme et cadette, ce qu'elle apporte à la société, si elle est supérieure à ce que vous êtes, à ce que vous apportez, naturellement, sa voix sera plus écoutée. C'est dans l'ordre normal des choses, dans la trajectoire normale des choses. Donc, la modernité a fait tomber ce double privilège-là, à la fois de masculinité et le privilège d'aînesse. Donc, continuez vos trajectoires. Faites confiance à vos familles. Faites confiance à vos parents, à ce qu'ils ont été pour vous et ce qu'ils sont encore pour vous. Soyez dignes des sacrifices qu'ils ont consentis et des privations qu'ils assument encore aujourd'hui. Soyez conscients à jamais qu'aucune institution ne pourra remplacer la famille. Donc soyez fiers de ce qu'ils sont et donnez-leur également des motifs d'espérer et de croire en vous. Je voudrais terminer par ces propos, encore une citation de René Char. René Char disait à des jeunes, « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. » Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Ils s'habitueront parce que tu auras fait honneur à ta famille. Tu auras fait honneur à ta condition, à ta propre condition d'homme et de femme. Et tu auras fait honneur à ton statut. Et donc tu accéderas à la dignité intellectuelle et sociale. Ils s'habitueront parce que tu signeras ce que tu éclaires et non ce que tu assombris. Ils s'habitueront parce que tu n'auras pas peur. Ou en tout cas, la seule chose qui te fera peur, comme disait Roosevelt, c'est la peur elle-même. Ils s'habitueront car tu prendras plaisir à continuer à entreprendre avec éthique et avec responsabilité. Ils s'habitueront parce que vous êtes la génération de l'Afrique, continent dans lequel se fait le basculement du monde
basculement du monde. Et il faut faire honneur à ce moment-là. Ce moment où le monde bascule et bascule en faveur de l'Afrique. Et vous serez les témoins et les artisans de ce basculement. Bien sûr, tu feras toujours preuve, chacun d'entre vous, à la fois d'humilité. Parce que ceux qui savent sont ceux qui sont humbles. Ceux qui avancent dans la vie sont ceux qui font preuve d'humilité. Tu feras preuve d'humilité, de respect et d'écoute. Et bien sûr, tu feras preuve à la fois de tolérance, de responsabilité et tu seras militant d'un monde de paix et d'un monde plus apaisé. Le courage, tu le porteras en bandoulière. Courage de toutes les heures pour continuer à avancer devant les lassitudes inévitables de la vie. Parce que la vie, ça veut dire la résilience. La vie, elle procure à la fois des joies, mais également des lassitudes inévitables. Et il faut continuer sa route devant ces lassitudes inévitables de la vie. Le courage, comme disait Jaurès, dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c'est de choisir un métier et de bien le faire. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir et de la coordonner avec la vie en général. Le courage, disait-il, Jaurès, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de ne jamais en être accablé et de continuer son chemin. Je termine cette fois-ci, c'est sûr, je termine avec ça, avec deux citations. La première, je reviens à Sartre. Il parlait de l'écrivain. Je remplace écrivain par l'intellectuel ou le lettré. Sartre disait, en parlant de l'écrivain, qu'il est en situation dans son époque. On peut dire, l'intellectuel est en situation dans son époque. Le lettré est en situation dans son époque. Et il rajoutait, chaque parole compte. Chaque parole de l'écrivain compte. Oui, chaque parole de l'intellectuel compte. Dans la cité, dans la cellule familiale. Mais il rajoutait également que chaque silence aussi. Chaque parole a des retentissements, mais chaque silence aussi. C'est-à-dire chaque fois que l'on se tait, alors qu'on a la possibilité de faire les choses, ce silence-là devient aussi un silence assourdissant. Et Frantz Fanon, qui est plus proche de nous encore. Fanon avait dit, chaque génération doit, avec une certaine opacité, assumer sa mission, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Donc chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je suis convaincu que vous ne trahirez pas votre mission. Je vous remercie. Quelle intervention riche en enseignements, n'est-ce pas? Docteur Pape, merci infiniment. Encore une fois, nous avons beaucoup été encouragés, stimulés, motivés, poussés à l'excellence par différentes interventions. Le moment a été parfait. Nous espérons que vous, chers étudiants, vous avez beaucoup appris. Les enseignants, peut-être qu'en écoutant toutes ces interventions du Présidium, vous avez été encore confortés et renforcés dans votre détermination à donner le meilleur à vos étudiants. Nous espérons que cette année qui a commencé il y a pratiquement 2 mois
va se poursuivre et que cette belle aventure continuera vers l'excellence, la vraie, telle qu'elle a été décrite dans les différentes interventions et soulignée par les propos de Dr Pape.